What's up Pikachu Addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review des Survivor Series 2020, le dernier pay-per-view de la WWE. Et franchement, il y a à boire et à manger dans ce pay-per-view. Vous êtes prêts? Que le show commence. Bon, yes Survivor Series. Bon, un des pay-per-view du Big Four qui a connu de nombreuses légendes de faire leur début, notamment The Rock, Kane, ou encore celui qui malheureusement nous a quitté, The Undertaker. Mais franchement, déjà la carte des Survivor Series de cette année n'était pas vraiment fameux. Déjà, on n'a pas eu d'invasion que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. NXT n'est pas présent pour défendre leur titre de meilleur roster qu'ils ont acquis l'année dernière en défonçant Raw, en défonçant SmackDown. Et on a remarqué un détail. Nous avons 6 matchs sur la carte principale. Donc comment vous faites WWE si jamais on a une égalité parfaite? On peut pas partir sur un match nul. Et donc au final, WWE nous ont annoncé un match dans le kick-off. Il y avait un kick-off. Une bataille royale Raw contre SmackDown. Ouais, j'ai regardé les participants. Je cache pas, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, tout simplement. Parce que tu vois vraiment tous les catcheurs qui n'avaient pas de projet pour les Survivor Series. Donc malheureusement, des catcheurs qui me font mal au cœur, comme Rey Mysterio, Dominic, on a Jeff Hardy. Mais il y a des absents du côté de SmackDown. Biggie. Yo Biggie. Le push de Biggie, vous êtes censé nous faire. Et Lars Sullivan. The Break. Le mec, vous le mettez en avant et là, plus rien. Et malheureusement, mon plus gros dégoût, c'est l'absence d'Aleister Black. Aleister Black n'est pas là. Ils ont viré sa femme. Ils mettent le mari aux oubliettes. Même Angel Garza, qui ça fait quelques semaines qu'il parle à une caméra, qui donne une rose à un caméraman, il est présent. Et tu vois que l'idée rose maintenant, majoritairement, tout le monde s'en bat les couilles. Il y en a que 2 qui ont de l'importance pour leur roster, c'est le Miz et Morrison, qui eux, abordent avec fierté les couleurs de bois. Donc franchement, la bataille royale, elle est pourrie, parce qu'au final, en dehors des équipes qui se tapent pas entre eux, parce qu'il y avait quand même des équipes, donc il y avait Miz et Morrison, il y avait Earth Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, on en a Rey Mysterio et son fils, Dominic. Donc il y en avait des équipes qui, voilà, normalement, ils se tapent pas sur la gueule. Mais on n'avait pas la solidarité entre rosters. Tu voyais des gars de Raw, ils tapaient des gars de Raw. Des gars de SmackDown, tapaient des gars de SmackDown. Tu regardes la finale, c'est une finale SmackDown. Tu as Chad Gable et Dominic Mysterio. Les mecs, ils en ont rien à foutre, quoi. Pour moi, que je vois la finale, je me dis, Dominic Mysterio, Chad Gable, Dominic va être mis en avant. Donc au final, on a une belle séquence, voilà, avec Chad Gable toujours dans sa gimmick de lutteur et tout, c'est nickel. Et Dominic parvient à éliminer Chad Gable. Donc Dominic pense qu'il a gagné, mais il se fait surprendre par Mr. Money in the Bank, The Miz. Donc là, je vous dis oui, il y a finale. Parce que en fait, à un moment donné, le Miz est passé par-dessus les cordes, mais il a eu le temps de passer sous la première corde, et Dominic, dont on n'avait pas vu, il lui a collé un saut chassé. Donc au final, Dominic était persuadé que le Miz était éliminé. Sauf que les arbitres ont validé l'entrée du Miz. Donc au final, le Miz n'était pas officiellement éliminé. Et donc au final, le Miz, fourbe comme il a remporté la bataille royale. Donc ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle la bataille royale en 2014 à Battleground, où le Miz a fait pareil, il s'est planqué à chaque fois. Et c'était Sheamus et Dolph Ziggler qui étaient les finalistes, qui ont fait tout le combat. Dolph Ziggler qui élimine Sheamus. Et le Miz qui arrive par derrière, éliminé. Le Miz il a fait ça. Et tu vois, en plus le Miz il est frais et dispo, donc on se dit, le Miz il va peut-être cacher parce qu'il monte avec fierté, ça va être Mr. Money in the Bank. Mais autre chose qu'on peut rappeler, on a le champion 24/7, Ertus, qui est là, qui dit ouais c'est l'anniversaire donc du poulet, dont je me rappelle plus de son nom, voilà, la gimmick dégueulasse du poulet. Et le panel lui dit non c'est l'anniversaire de Undertaker. Et donc le poulet il en profite, hop tombé, nouveau champion 24/7, le poulet. Sauf qu'un peu plus tard, parce que là, je reviens vite fait dans le truc parce que c'est un segment qui m'intéresse pas vraiment, donc j'ai pas envie de le mettre dans la carte principale, où tu as Akira Tozawa qui nous fait une Bip Bip et Coyote. Donc pour ceux qui connaissent la référence. Car en fait, il y a une gimmick de poulet dont tu lui mets des graines à poule, il va se faire avoir. Donc dans Bip Bip et Coyote, c'est pareil, on voit des séquences où Bip Bip, il voit un tas de graines et il va manger les graines. Là, Akira Tozawa fait pareil, il voit il met tout un tas de graines pour choper le poulet. Re-hop, 1, 2, 3, Akira Tozawa, champion 24/7. Sauf que tu as Ertus à côté. Ertus qui refait tomber sur Akira Tozawa et il devient 45e fois, je crois, champion 24/7. Donc au final, voilà, c'est pas fameux. Et je rappelle qu'on est censé, voilà, le second des Survivor Series, c'est Best for the Best. Donc meilleur des meilleurs.
Comment tu peux dire, voilà, ils ont même pas compté les points. T'as le Miz qui remporte le premier point pour Raw, pour nous quand on fait des comptes de points, mais le membre du panel, les commentateurs, ils en ont rien à foutre. Pendant tout le pay-per-view, tu n'as pas eu un décompte de points. Donc au final, bah, meilleur des meilleurs, bah, ça sert à rien, quoi. Et on passe à la carte principale. On commence par le match traditionnel des Survivor Series masculin. Et comme beaucoup de gens, dont moi le premier, c'était de voir comment Raw allait se débrouiller, parce que depuis quelques semaines, AJ Styles essaie de recoller les morceaux dans l'équipe de Raw, mais il y en a qui sont pas contents. Sheamus ne peut pas saquer Strowman, Strowman ne peut pas saquer Sheamus. Les quatre ne supportent pas que AJ Styles se comporte comme le capitaine, alors que ce n'est pas le capitaine. Donc il y a beaucoup d'éléments qui disent, bon, est-ce que Raw va rester fort? Et du côté de SmackDown, bah il n'y a pas eu vraiment de réelle altercation entre les membres. Il n'y a même pas eu de réunion, voilà, pour checker qui va y arriver. Et donc, à l'entrée de SmackDown, à noter, voilà, le visage de Seth Rollins. Seth Rollins qui avait l'air concentré ou qui avait peut-être une idée derrière la tête en tant que Messiah. Et bah, il y en avait une. Parce qu'à un moment donné, Seth Rollins, donc, prend le tag. Et donc, on suppose que Rollins va faire quelque chose. Parce que pour moi, Rollins, c'était l'homme fort de SmackDown. C'était celui qui pouvait potentiellement renverser la cadence. Et bah, au final, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne en direction de Sheamus et il s'agenouille et il dit à Sheamus, fais-le. Donc en gros, il se sacrifie, il se prend un broc dans la gueule et Seth Rollins, premier éliminé de ces Survivor Series 2020. What? Moi qui étais persuadé ça allait être Otis qui allait être éliminé, vraiment respecté comme il y a 2 ans avec Samoa Joe ou encore l'année dernière avec Walter. Et bah non, c'est Seth Rollins qui a été respecté comme Samoa Joe et Walter. Parce que oui, je suis peut-être d'accord que Seth Rollins va s'absenter pendant plusieurs mois parce que Becky Lynch va accoucher. Mais est-ce que c'est vraiment le moyen idéal pour éloigner Seth Rollins des écrans? Franchement, je suis assez curieux de voir est-ce qu'il va parler à SmackDown de son acte et il va effectivement se faire défoncer. Franchement, je pense que ça doit être ça. Et donc, durant tout le match, moi, j'attendais à une discorde du côté de Raw, notamment avec Sheamus et Braun Strowman qui a écouté l'élimination d'un ou de l'autre. Et bah non. Et le problème, ce que j'ai eu dans ce match, c'est qu'ils ont mis un catcheur over. Et franchement, je pensais pas qu'ils allaient le mettre autant over. Il s'agit de Otis. Otis, le mec, déjà, en plus, il est repêché comme ça par Adam Pearce. Donc tu dis, ouais, le mec, il va pas être respecté. Mais le mec, il tient tête à Strowman, il tient tête à Kissy. Il est 2 plus puissants de Raw. Bah putain. Mais bon, ça va pas empêcher de se faire éliminer. Et à un moment donné, donc, on a Jey Uso qui se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul face à l'équipe de Raw qui, eux, sont au complet. Sauf que Jey Uso, il y a un petit diable à l'épaule. Un petit diable en costard cravate. Il s'agit de Paul Heyman. Parce que durant le début du match, Paul Heyman regardait le match, il avait un visage, voilà, assez confiant. Mais quand il a vu que Jey Uso était tout seul, bah, son visage est parti en décomposition. Et donc, au final, Jey Uso, voilà, il a voulu résister, etc. Sauf qu'il a fait une erreur. Il a porté un super kick à AJ Styles. Il s'est mis en position pour le frog splash. Sauf que Kissy avait fait le tag juste avant. Donc, Kissy était l'homme égal et plus AJ Styles. Sauf que Jey Uso l'a pas vu. Donc, lui, il fait son frog splash en pensant éliminer AJ Styles. Sauf que Kissy, il attrape Spirit Bomb, compte de 3. Donc Raw remporte le match avec un cuisant 5-0. Bon, franchement, SmackDown n'est pas resté fort. Et donc au final, bah, on s'attend pourquoi pas à une discorde entre Braun Strowman et Sheamus. On sait ce qui arrive. Donc AJ Styles commence à paniquer en disant hey, stop, arrêtez. Mais au final, les deux disent hein, vous nous y avez cru? Donc ils étaient morts de rire, Strowman et Sheamus. Et au final, voilà, bon, un petit câlin. Et on a même eu droit à la pause photo de victoire de Raw. Donc est-ce que Raw vont nous sortir cette photo ce soir lors de Raw? Et donc là, on passe en coulisses où bah c'est un peu plus tard dans le show, mais ça reste quand même dans le même segment, où tu as bah Jey Uso qui se fait prendre déjà un savon par Paul Heyman, mais tu as Jimmy Uso. Tu as le frangin qui essaie de consoler Jey Uso, mais t'as Roman Reigns qui arrive, qui bah, vire tout simplement Jimmy Uso. Donc, il turn de Jimmy Uso, rejoindre la famille, c'est pas encore au programme. Et là, au final, Roman Reigns fait la morale à Jey Uso, en lui disant, tu sais pourquoi t'as perdu? C'est parce que t'as pas réussi à gérer ton équipe. Et pourquoi t'as pas géré ton équipe? Parce qu'ils avaient pas peur de toi. Et là, Roman Reigns sort vraiment des conséquences qui s'ensuivent. Donc, en gros, une réaction en chaîne. On savait, en disant, voilà, s'ils ont pas peur de toi, ils vont pas te respecter. S'ils te respectent pas, ils me respectent pas. S'ils me respectent pas, ils respectent pas la famille. Et donc là, Roman Reigns met carrément dans la gueule à Jey Uso. Tu es un perdant.
et moi je ne veux pas d'un perdant sur ma table. D'ailleurs on le voit, nouveau t-shirt en plus de Roman Reigns en disant voilà que c'est chef de table, et il vire tout simplement Jey Uso de l'arène en lui disant casse-toi, je ne veux pas parler aux perdants ce soir. Donc, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas les débuts d'une dissension et que Jey Uso soit viré par Roman Reigns et que Roman Reigns va peut-être, pourquoi pas, aller voir le deuxième frangin? Je suis assez curieux de voir ça. Et là, on passe au deuxième match de la soirée, le premier match champion contre champion de la soirée. Les champions par équipe de SmackDown et Street Profits face aux champions par équipe de Raw, le New Day. Et franchement, j'ai surkiffé la tenue du New Day. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la référence, en fait, ils se sont inspirés de Gears of War 5. Parce qu'en effet, ça avait été annoncé que sur Xbox One, malheureusement j'ai pas la console, alors que je suis fan de Gears of War, bah le New Day allait être rajouté dans un contenu téléchargeable multijoueur. Donc on pouvait jouer Kofi, Biggie et on a encore Xavier Woods. Donc on voit vraiment qu'ils ont fait la promotion. D'ailleurs on a même eu une pause publicitaire où le New Day fait la promo du jeu vidéo. Et donc au final voilà, tenue que j'ai bien aimée, mais à noter la présence de Biggie. Biggie est du côté du New Day. Donc on se dit Biggie va peut-être intervenir. Sauf que voilà, nous avons un petit speech des Street Profits parce que quand tu vois la tenue du New Day, il faut leur quand même du temps pour retirer leur tenue. Et donc là, les Street Profits ont fait un très bon discours en disant voilà, ça fait en fait les 30 ans de Undertaker, les 30 ans d'un héritage, de quelqu'un qui a fait son héritage. Et donc là, les Street Profits vont jouer sur ce coup-là en disant nous aussi, on va marquer notre héritage ce soir au Survivor Series. On va affronter le New Day, on va affronter la meilleure équipe du monde. Mais cette fois-ci, on n'y va pas en tant que, voilà, gentil, on vient pas pour gagner un match, on vient pour écrire notre héritage. Et franchement, le match, je n'ai rien à dire, il est excellent. On a Montez Ford qui prend cher pendant une bonne partie du match, mais à un moment donné, Kofi fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire boire dans le verre de Montez Ford. Et donc là, Montez Ford se réveille, passe se relier à Angelo Dawkins, et là, Angelo Dawkins, il défonce tout le monde. Voilà, Angelo Dawkins, en fort des Street Profits. Et donc voilà, ça se joue entre les deux, entre New Day et Street Profits. Et donc à la fin de match où on a l'enchaînement Spinebuster d'Angelo Dawkins et le Frog Splash venu du ciel de Montez Ford pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match, c'est Street Profits, et les Street Profits qui écrivent leur héritage en battant ni plus ni moins que les 10 fois champions par équipe de la WWE, et comme beaucoup de gens les surlignent, comme étant la meilleure équipe de l'histoire de la WWE, le New Day. Et là, on voit vraiment le respect mutuel envers le New Day et Street Profits, où vraiment, bah, on a des câlins mutuels, serrage de main, donc vraiment typique babyface, quoi. Donc là, vous pouvez vous dire, Jimbo, t'as pas noté les matchs. Effectivement, sur ce cas exceptionnel, j'ai pas envie de noter les matchs, parce qu'il y a vraiment pas d'enjeu, parce qu'on voit vraiment que les catcheurs, eux, ils se battent vraiment peut-être dans leur tête pour voilà, prouver qu'ils sont meilleurs champions que d'autres, mais ils vont pas se battre pour leur roster, donc au final, ça a pas d'importance que je note les matchs. Donc là, on passe au troisième match de la soirée, un nouveau match champion contre champion, et là, il s'agit du champion intercontinental Sami Zayn face au champion des États-Unis, Bobby Lashley. Et donc, à noter que Sami Zayn, donc effectivement, comme d'habitude, il est tout seul, mais Bobby Lashley est accompagné de ses confrères du Hurt Business, donc MVP, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et donc on voit que Sami Zayn est totalement dégoûté, il est énervé de voir que Bobby Lashley il est accompagné, alors que Sami Zayn lui il est tout seul, il dit non, il faut qu'il dégage le Hurt Business. Mais voilà, on sait tous qu'est-ce qu'ils vont faire, le Hurt Business, ils vont empêcher Sami Zayn de partir à droite à gauche. Parce que c'est ce que j'avais mis dans mon Jimbo aussi, c'est que moi, Sami Zayn va utiliser son intelligence pour essayer de dominer Bobby Lashley. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Parce qu'à noter que le match, grosso modo, c'est Bobby Lashley qui domine. Mais les seuls moments où Sami Zayn parvient à prendre un tout petit peu avantage dans ce match, c'est quand ce dernier, arrive à distraire un peu Bobby Lashley ou à courir à droite à gauche, vraiment en utilisant sa fourberie. Mais on voit que Hurt Business n'est pas intervenu dans le match. Ils sont juste là pour empêcher justement Sami Zayn de se tirer. Parce qu'on voit qu'à un moment donné, Sami Zayn a voulu récupérer sa ceinture et se barrer, mais il y a Shelton Benjamin en face de lui. Ou sinon, à la fin du match, où tu as Sami Zayn qui remonte à rampe, mais tu as MVP qui est en face de lui qui lui fait « Non, mon gars, tu restes où t'es ». Et donc Sami Zayn, fourbe qui est, il a voulu rentrer en contact avec MVP et faire croire que MVP il avait fait tomber en lui faisant un petit cloche-pied. Et donc là, Sami Zayn qui dit « t'as vu, arbitre, il m'a fait un cloche-pied, c'est inadmissible, il faut disqualifier Bobby Lashley ». Sauf que l'arbitre a vu que c'était Sami Zayn qui s'est jeté sur MVP. Et donc au final, Sami Zayn remonte dans le ring, il se prend Full Nelson, allez hop, terminé.
dont Bobby Lashley remporte le match, donc c'était très prévisible. Mais on voit que Sami Zayn, voilà, il est pas content, il va gueuler donc sur la table des commentateurs, donc avec Tom Phillips, avec Samoa Joe, il pète un câble, tout simplement. Et là, on passe au match championne contre championne, Asuka face à Sasha Banks. Et là, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que c'est un match qu'on voit depuis Extreme Rules, mais le contexte a changé. Sasha Banks est championne du côté de SmackDown et maintenant, elle est babyface. Donc, je suis assez curieux de voir ça et le match est très très bon. Franchement, très technique entre les deux. Les deux connaissent bien la prise de l'autre. Donc, on voit que Banks Statement ou encore le Asuka Lock ne passe absolument pas. Mais on voit que les deux, plus ou moins, voilà, se cherchent. Parce qu'il y a un moment donné, Asuka est à l'extérieur. Sasha Banks lui ouvre la voie au niveau des cordes en lui disant, vas-y, remonte dans le ring. Et après, Asuka fait pareil à Sasha Banks. Mais on voit, voilà, qu'elle se contre, etc. Qu'aucune prise de l'autre n'arrive à passer. Et donc, à la fin du match, on a un enchaînement de tombées. Et donc, au final, Sasha Banks parvient à surprendre Asuka sur un compte rapide. Donc, Sasha Banks remporte le match face à Asuka. Et là, on voit vraiment que Asuka est dégoûtée, mais par contre, Sasha Banks, elle est heureuse parce qu'elle a battu Asuka de manière très clean. Donc, franchement, je suis assez curieux de voir à SmackDown ce qui va se produire parce que, personnellement, je pense que Sasha Banks va jouer sur le fait que lors des derniers matchs, elle a effectivement battu Asuka, mais c'était grâce à Bayley, comme tout le monde le supposait, mais que cette fois-ci, au Survivor Series, elle a battu Asuka de manière clean, sans intervention extérieure. Et en parlant d'intervention extérieure, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas eu Carmella. Carmella n'est même pas venue, ne serait-ce que d'attaquer Sasha Banks après le match. Sasha Banks, ouais, elle a remonté la rampe comme ça, clean, sans avoir Carmella pour lui coller un kick dans la face ou encore un X-Factor. Donc là, on passe au match traditionnel féminin des Survivor Series, Team Raw, Team SmackDown. Et là, tu vois quand même en backstage que l'équipe de SmackDown sont très soudées, bien que Bayley, voilà, s'autoproclame capitaine. Bon, elles prennent pas forcément au second degré comme AJ Styles du côté de Raw. Mais tu vois que du autre côté, du côté de Raw, tu as 4 catcheuses, donc Shayna Baszler, Nia Jax, Peyton Royce et Lacey Evans. Et d'un côté, tu as Yana, ils ont vraiment écarté, c'est il manque qu'ils veuillent pas en fait, tout simplement. Et donc on passe au match. Et donc c'est à se demander que va faire Yana. Est-ce que Raw va isoler tout simplement Yana ou tout simplement il a laissé aller dans le ring et tout simplement se faire éliminer, comme ça ils vont être tranquilles. Et donc à un moment donné, Yana parvient donc à prendre le tag. Et là tu vois toute l'équipe de Raw qui sont en décomposition parce que avant Yana voulait faire le tag, mais on voit Lacey Evans qui est pas d'accord, qui lui fait oh range ta main, non non. Mais on voit que Yana, bon, c'est booké. Yana, bon, parvient à dominer un petit peu le match. Et à un moment donné, elle veut faire le tag, mais il y en a aucune de ses partenaires qui veut prendre la place de Yana. Mais on a Nia Jax, voilà, qui se sacrifie. Et à un moment donné, Yana se prend un savon en disant t'as rien à faire, tu fais pas le tag. Tu vas au coin. Donc, ils l'ont mis sur les escaliers en acier au niveau du poteau et elle ne bougeait pas. Elle était punie, comme à l'école à l'époque avec le bonnet d'âne. Et donc, à noter une très bonne prestation de Peyton Royce qui parvient à éliminer celle qui, selon Adam Pearce, avait le meilleur pédigré du côté SmackDown. Elle a éliminé Bayley. Bayley, première éliminée de ce match. Personnellement, je m'y attendais pas. Personnellement, je m'attendais à Natalya, qui galérait à aller au Survivor Series et qu'au final il ne reste que à peine 5 minutes dans ce match. Donc c'était assez étonnant. Mais après voilà, il y a des séquences où j'ai absolument pas compris, comme par exemple Natalya qui arrive voilà effectivement à éliminer Peyton Royce juste après avec le sharpshooter, mais je comprends pas. Natalya porte un sharpshooter à Shayna Baszler, mais ce n'est pas Shayna Baszler, il y a catcheuse légale du côté de Raw. C'est Lacey Evans. Et bah Lacey Evans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en profite, Women's Right, et élimination de Natalya. Bah Natalya, à force je comprends mieux pourquoi Adam Pearce voulait pas t'avoir dans l'équipe, parce qu'au final bah t'as foutu de la merde. Et donc au final on se retrouve à 3 catcheuses du côté de SmackDown, donc Riot Squad et Bianca Belair, et du côté de Raw ils sont 4. Bon, 4 on compte Yana, mais s'ils comptent pas Yana ils sont 3 contre 3. Et donc au final voilà, successivement on a le Riot Squad qui se fait éliminer, ça c'est clair. On a Lacey Evans entre deux, voilà, qui se fait éliminer par Liv Morgan. Mais je vais noter l'élimination de Ruby Riott. Parce que Ruby Riott a quand même failli éliminer Shayna Baszler quand même. Parce que Shayna Baszler a porté donc sa prise de soumission sur
Ruby Riott. Sauf que dans d'autres arbitres, Ruby Riott parvient à retourner la prise. Elle nous fait une Becky Lynch à WrestleMania 36 où vraiment les épaules de Shayna Baszler sont au sol. Il y a au moins compte de 10, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Sauf que quand il se retourne, bah Ruby Riott est dans les pommes. Donc au final, Shayna Baszler en profite pour compte de 3, hop, élimination. Donc on a, voilà, comme j'ai dit, élimination de Lacey Evans par Liv Morgan. Mais Liv Morgan se fait éliminer juste après par Nia Jax. Et donc au final, il reste plus que Bianca Belair du côté de SmackDown. Et là, on voit vraiment le visage de Bianca Belair qui est en décomposition, parce qu'en face, elle a quand même les championnes par équipe. Mais il y a un moment donné où j'ai pas compris Shayna Baszler, elle porte sa prise de soumission à Bianca Belair. Et voilà, ils nous ont fait promu, voilà, Bianca Belair tellement forte qu'elle va se relever de la prise de soumission, et c'est le cas. Elle parvient donc à attraper les cordes, mais c'est même pas juste mettre les mains dans les cordes, elle a carrément mis le bras dans les cordes. Donc l'arbitre doit casser la prise, compter pour casser la prise. Sauf que Shayna Baszler, bah, elle se fait disqualifier. Elle se fait totalement disqualifier. Donc au final, on a une finale entre Nia Jax et Bianca Belair. Sauf que le combat se termine à l'extérieur, où on voit que l'arbitre est en train de compter, donc il doit être à 7 ou 8. Et à ce moment-là, donc Nia Jax fonce sur Bianca Belair, mais Bianca Belair parvient à faire passer par-dessus ses épaules et par-dessus la barrière de sécurité. Mais le problème, c'est qu'arbitre est à 9. Et l'arbitre parvient donc à compter jusqu'à 10 et donc fait un double décompte à l'extérieur. Donc il élimine Nia Jax et Bianca Belair. Sauf que du côté de SmackDown, il n'y a plus personne. Alors que du côté de Raw, il y a celle qu'on n'y attendait pas. Il y a Lana. Donc Lana fait remporter le match à son équipe en tant que dernière survivante. Et tu vois le visage de Nia Jax qui est totalement décomposé, de se dire putain, hey, je lui ai fait passer à travers une table 9 fois d'affilée, 8 à 9 fois je crois, et la meuf elle donne la victoire alors qu'elle a rien branlé quoi. Elle a juste eu 2 minutes de gloire et après elle a fait le poteau sur les escaliers et elle gagne le match. Franchement, je suis assez curieux de voir à Raw. Parce que là, Lana, elle va se vanter auprès de Nia Jax en lui disant « T'as vu, j'ai peut-être rien fait, mais j'ai donné le point à Raw. Je suis la dernière survivante, alors que toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait des comptes à l'extérieur, ma cocotte. » Donc moi, je suis assez curieux de voir ça. Bon, maintenant, on passe au main event. Le match que tout le monde attendait, qui nous faisait le plus hyper, ce qui nous a motivé à rester jusqu'au Survivor Series. Le match entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Et franchement, bah le match, je n'ai rien à dire sur ce match. Dès le début, tu as l'aura entre Roman Reigns et Drew McIntyre, où tu as Roman Reigns, le top E de la fédération, le mec qui se vante d'être le plus haut de la WWE, le mec qui se croit au-dessus de tous, qui est voilà au début de la table, qui est à la place du chef. Et de l'autre côté, Drew McIntyre, qui est le top babyface, qui veut prouver à Roman Reigns que ce n'est pas le champion du monde de seconde, que ce n'est pas le numéro 2, que il a sa place aux côtés du champion universel, voire même au-dessus du champion universel. Et franchement, le match, il est excellent. On voit vraiment que les deux ne veulent pas lâcher, ou voilà, les deux parviennent à se relever quand même de Superman Punch, de Spear, de Glasgow Kiss, Claymore Kick. Mais on a le tournant du match. On a le tournant du match. Non, je vais pas dire ça. Mais tu vois qu'à un moment donné, voilà, Roman Reigns commence à douter, mais tu vois Paul Heyman qui tient la ceinture universelle et qui fait signe à Roman Reigns de lui dire regarde, tu es champion universel, rappelle-toi qui tu es. Donc on voit vraiment Paul Heyman comme le personnage dans Le Seigneur des Anneaux avec mon précieux. Donc là il fait pareil plus ou moins. Et là il motive Roman Reigns, et là Roman Reigns bon il détaille, mais il y a McIntyre en face. Donc McIntyre voilà parvient à lui porter le Claymore Kick, sauf que le problème c'est qu'il y a l'arbitre derrière Roman Reigns. Donc au final Roman Reigns tombe sur l'arbitre et l'arbitre finit à l'extérieur. Donc Drew McIntyre ne peut pas faire le tomber. Sauf que quelques secondes avant, on avait Jey Uso qui était là pour distraire un peu McIntyre. Mais on connaît tous Roman Reigns depuis quelques mois, il est fourbe. Donc il est bouille à papa de McIntyre, allait sûrement prendre un coup. Et bah c'est le cas. Et donc Jey Uso en profite après pour coller un super kick. Et au final Roman Reigns voilà, enchaîne avec un Superman Punch et sa prise de soumission de la guillotine. Donc au final bah, McIntyre a voulu résister mais il n'a pas réussi. Et au final bah, le match se termine avec Roman Reigns qui l'emporte sur décision arbitrale parce que McIntyre tout simplement était endormi. Donc Roman Reigns ressort de ce match en tant vraiment que meilleur des meilleurs. Et franchement bah c'est le truc que je m'y attendais plus ou moins. C'est que Drew McIntyre jouait qu'il gagne clean. Mais le problème c'est que WWE a tellement monté en puissance ces deux catcheurs. C'est que si un doit perdre, il doit être protégé.
Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont protégé McIntyre. Que voilà, McIntyre, bah déjà, il se fait prendre un coup bas par Roman Reigns, et après il se prend un super kick dans la gueule. Donc au final, il est protégé. Donc je suis assez curieux, et beaucoup de gens s'y attendaient, d'ailleurs moi le premier, de voir que McIntyre, il était tout simplement out. Bah on n'a pas eu cash-in de The Miz. Et The Miz, bah, il marquera pas l'histoire en faisant 10 ans jour pour jour son cash-in pour la maille Money in the Bank. Et là, on passe, bah, à pour moi, ce qui est la plus grosse déception de la soirée. Je vais peut-être me faire allumer la gueule, vous pouvez dire, mais je pense que majoritairement, on est tous comme ça. Franchement, j'ai été extrêmement déçu de la cérémonie d'adieu de The Undertaker. Parce que déjà, on a les légendes qui viennent, donc je vais pas tous les citer, mais il y a quand même des têtes que vous connaissez. On a Kane, le frère spirituel de Undertaker. On a le Big Show, on a Jeff Hardy, on a Rikishi, Shawn Michaels, Triple H, Ric Flair qui sont là. Donc vraiment que des légendes. Et à un moment donné, j'ai pas compris. On a une vidéo qui retrace donc l'histoire de The Undertaker. Et après ça, bah, les gens ne sont plus là. Et on a Vince McMahon qui est là dans le ring. Donc on suppose voilà, qu'il va faire rendre hommage à sa manière à Undertaker. Il le fait. Mais c'est vraiment un truc tout à fait banal. J'ai pas compris. Et là, donc, il accueille Undertaker, donc Undertaker qui fait son entrée et tout comme on connaît d'habitude, avec un petit moment, voilà, où ils ont mis sur un élévateur au niveau du poteau comme il fait d'habitude, donc de manière à ce qu'il s'élève dans les airs. Et donc là, Undertaker prend le micro. Mais déjà, il y aura, certes, et là, mais n'est pas là. Parce qu'on n'a pas le public, certes, on a des Undertaker, mais c'est des voix enregistrées, c'est pas les vrais fans, donc au final ça retire un peu du truc. Bien qu'Undertaker, on voit qu'il est ému dans ce moment-là, j'ai vu, il y a deux doigts, il était sur le point de craquer. Et là, donc il prend le micro, et franchement ces adieux, je m'attendais pas à des adieux aussi brefs. Et il dit que voilà, pendant 30 ans, il a marché sur cette longue route vers le ring, pendant 30 ans, il a endormi des gens, et maintenant c'est à son tour de s'endormir, et Undertaker reposera en paix. Voilà tout ce qu'il a dit. Il a fait sa pose légendaire sur une jambe. Et ils nous ont mis voilà, un petit hologramme de Paul Bearer, donc le légendaire manager de The Undertaker qui malheureusement nous a quittés en 2013. D'ailleurs qui a entraîné une des plus belles rivalités de Undertaker selon moi face à CM Punk. Mais aussi une des rivalités qui n'ont pas beaucoup apprécié les fans du fait qu'ils ont aussi souvent voilà, joué sur la mort raide de Paul Bearer. Mais n'empêche, c'est là. Et là, d'un coup, bah, Undertaker, voilà, il fait son signe voilà, de couper la tête. Et il repart, voilà, il remonte la rampe et il fait son lever de bras légendaire dos au public. Donc, marque de respect envers le public. Et ça se termine. Franchement, j'étais très surpris de cette cérémonie d'adieu de The Undertaker. De voir que c'est une cérémonie très brève. Alors que le mec, il a quand même 30 ans de carrière à la WWE, il n'a jamais été ailleurs depuis qu'il est à la WWE. Le mec, il a sacrifié son corps et son esprit pour les fans, alors qu'il y a des moments où on se disait, il va prendre sa retraite. Notamment sa défaite face à Brock Lesnar à WrestleMania 30, ou encore sa pseudo-retraite suite à sa défaite face à Roman Reigns. Où voilà, pour moi, c'était ce moment-là où il fallait que Taker prenne sa retraite. Le passage de témoin entre le Taker et Roman Reigns. Où on voit vraiment le Taker qui retire son manteau, retire ses gants et laisse son chapeau au centre du ring. Et là, je me dis, c'était là qu'il fallait prendre sa retraite. Mais là, sa cérémonie d'adieu, j'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que certes, ils nous ont mis au truc que le Taker a commencé au Survivor Series, il termine au Survivor Series. Mais le problème, c'est que voilà, il n'y a même pas eu d'interaction avec les légendes. Les légendes, ils sont juste venus, vidéo du Taker, ils sont partis, on a Vince McMahon. J'ai rien compris. Je suis désolé, je suis peut-être un peu énervé sur ce coup-là. Mais voilà, Undertaker, c'est quand même une légende vivante. C'est quand même lui qui m'a fait découvrir le catch. Parce que moi, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est côté ténébreux, tout ce qui est gothique. Et quand j'ai vu Undertaker pour la première fois, voilà, j'étais heureux de voir ce personnage. De voir que le mec était un élément autre que les autres catcheurs. Parce qu'on avait des catcheurs qui étaient très colorés quand même. Même dans la génération Catch Attack. Notamment avec du John Cena, avec du Rey Mysterio par exemple. Mais de voir que Undertaker avait des couleurs assez dark, noir, gris, c'était génial. Et l'histoire de Undertaker, sa fameuse streak légendaire à WrestleMania, le fait qu'il a fait le premier match Hell in a Cell, le match face à Mankind par exemple, donc, tout un tas de trucs, et au final, bah WWE, vous lui rendez hommage comme ça, bah au final ça fait très mal au cœur quoi. Et au final ça donne l'impression qu'en fait, bah sa retraite, c'est pas une vraie retraite. Et surtout,
bah on n'a pas eu de passage de témoin parce que tout le monde voyait, moi-même, pourquoi pas The Fiend qui vient attaquer Undertaker. Parce que voir avec le passage de témoin, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle à WWE, le personnage qui se rapproche le plus de The Undertaker, c'est The Fiend. Et il nous aurait fait un petit peu comme il y a 5 ans, où Bray Wyatt avait attaqué Undertaker, et qu'au final, Bray Wyatt avait pris les pouvoirs de Undertaker. Donc là, c'est un truc que j'aurais bien voulu voir aussi. Voir The Fiend qui attaque Undertaker, et qui plus ou moins, voilà, s'empare de ses pouvoirs, ou s'empare plus ou moins, si on va dans le thème de Undertaker, son âme. Et au final, bah, on aurait passage de témoin entre Undertaker et The Fiend. Mais au final, on n'a pas eu ça. Et franchement, ça me fait très très mal au cœur, mais sa retraite, ça l'a détruit. Ça l'a détruit et j'aurais tellement voulu avoir autre chose. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais Jimbo, crise sanitaire lui oblige, etc. Mais qu'est-ce que on est en train de voir pour WrestleMania l'année prochaine? Il y a des rumeurs qui courent que WrestleMania n'aura pas lieu à Hollywood, mais aura lieu en Floride. Donc là, dans le nouveau stade que la WWE a réussi à acquérir pour avoir le Thunderdome. Et la WWE prévoit, s'ils peuvent, d'accueillir des fans. Donc on aurait eu potentiellement des fans, par exemple, à WrestleMania. Et là, on aurait eu vraiment une retraite de Undertaker. Certes, avec des fans réduits, mais avec des fans réels. Parce que là, les trucs Undertaker, Thank You Taker, bah, ça passe pas. Donc voilà, c'était review des Survivor Series 2020 est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer aussi la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâche un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du War Review. Le War après les Survivor Series, avec beaucoup d'interrogations suite à ce pay-per-view. Et donc, probablement des réponses. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et à suite donc au prochain épisode, c'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.